C'est la troisième partie d'Actu Matin, c'est l'instant débat. Nous avons deux sujets sur le plateau pour le plateau de discussion, donc avec des acteurs qui sont bien présents. Vous connaissez les traditionnels. William Cliquant, bonjour, vous nous aviez manqué hier. Oui. Franck Aounou, bonjour. Eric Guédénon, bonjour. Bonjour. Et puis notre invité ce matin, Montesquieu Ronwi, qui est responsable programme justice pénale à l'ONG Changement Social Bénin. Monsieur Ronwi, bonjour. Bonjour, monsieur Agoy. Merci d'être venu sur Actu Matin et ce matin pour parler avec nous. Je dois dire, ce qui concerne la sous-population carcérale, puisque c'est le deuxième sujet qu'on va évoquer, mais avant cela, on va s'intéresser un peu à cette curiosité, je dois dire, de l'espace OHADA, des ministres de l'espace OHADA, cette curiosité vis-à-vis des églises et des mosquées. C'est vrai qu'au Bénin, on avait déjà un pas en avance sur cette affaire-là. Désormais, eh bien, ces structures de la foi obligées de tenir une comptabilité. En tout cas, à partir de janvier 2024, comment ça va se faire? Je ne sais pas si à chaque quête, il faut réclamer une facture normalisée. Franck, comment ça va se faire? Eh bien, moi, je pense que les églises, autant que les services et tout, sont des entités qui existent dans un État, sur des espaces géographiques donnés. Et si les autorités en arrivent à décider de demander à ces entités-là de tenir leur comptabilité, de voir un peu comment ils engrangent les recettes et tout, peut-être que ça a de bonnes justifications. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Non, ça, bon, on peut justifier l'espace qu'ils occupent. Ce sont des espaces qu'il faut entretenir, ce sont des espaces qu'il faut aménager dans le long terme. Ce n'est pas l'État qui balaye les mosquées. Non, pas les mosquées, mais l'environnement immédiat. Lorsque, par exemple, les fidèles quittent l'église, certainement qu'un fidèle jette un sachet par-ci, un sachet par-là, et il revient à l'état de garantie un environnement. J'ai pris un exemple comme ça. Et donc, lorsque vous voyez tout ça, l'État peut demander à ces entités-là de tenir, de faire un peu le point de ce qui est gagné. Mais je dis, peut-être qu'on reviendra dans les détails. Eric, oui. Eric, moi je pense qu'on a certainement observé une forme d'évolution dans l'existence de nos confessions religieuses qui aujourd'hui fonctionnent aussi comme des entreprises, n'est-ce pas, qui mènent des activités génératrices de grands revenus. Vous en avez qui malgré que ce soit des confessions religieuses, ont des écoles, des centres de santé, des boulangeries, des pâtisseries. Justement, oui, l'idée, c'est de soutenir l'œuvre de l'Église en matière d'infrastructure et tout ce qui va avec et d'autres dépenses, voyez-vous. Et donc, on ne peut pas non plus fermer les yeux sur ces activités économiques qui s'organisent autour de ces confessions religieuses. Il y a certainement un besoin d'assainir le secteur, de voir plus clair en termes de financement de ces structures religieuses. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a des questions de blanchiment de capitaux. On en a épinglé ailleurs, où c'est des confessions religieuses, ce que tout le monde sait, mais derrière, des activités illicites, bien entendu, le financement même du terrorisme. On va jusqu'à ce niveau à épingler des organisations religieuses dans ce genre d'infractions. Et donc, il y a certainement un besoin de voir clair dans ce qui rentre et dans ce qui sort et de quelle façon on arrive à mobiliser ces ressources-là. Est-ce que c'est l'école qu'on a mis en place qui génère autant de ressources? Est-ce que c'est le centre de santé, justement, dont on a besoin dans cet environnement qui génère véritablement toutes ces ressources? Je pense qu'il faut un mécanisme de contrôle pour vérifier tout ça. Non, vous savez, le contexte, il est très important. Nous sommes là en droit OHADA. Nous sommes dans un espace de 17 pays, donc ce n'est pas forcément des réalités qui sont très, très, très propres au Bénin ou exclusivement propres au Bénin. Surtout que c'est un agenda qui est en cours depuis quelques années. Vous savez, depuis 2017 déjà, dans l'acte uniforme relatif à la comptabilité et à l'information financière dans l'espace OHADA, on avait revu les dispositions des différentes structures, mais par rapport au système comptable OHADA, on ne tenait pas rigueur
aux organisations à but non lucratif. Parce que c'est vrai, nous parlons des églises et des mosquées précisément dans notre sujet de ce matin, mais ce sont toutes les organisations à but non lucratif en général, les fondations, les organisations de la société civile. On a évoqué le cas des ONG tout à l'heure. Justement, toutes les organisations qui, d'une manière ou d'une autre, n'existent pas dans le but de produire de la richesse et donc ne peuvent pas être taxées de la même manière. Donc c'est dans ce contexte que l'acte uniforme de décembre dernier a complété la disposition de 2017 pour essayer de régir d'une manière ou d'une autre. Parce que Eric l'a rappelé, le monde évolue et les réalités évoluent. Ils sont des associations selon la loi de 1901, donc pas forcément, les entrées ne répondent pas forcément aux réalisations. Parfois, il peut y avoir plus d'entrées que de réalisations, plus de réalisations que d'entrées. Parce que vous n'allez pas demander à une église de construire, je ne sais pas, des écoles, des hôpitaux sur seulement les fonds payés les dimanches. Vous n'allez pas dire que quand une organisation dispose d'un hôpital ou dispose de certains biens, d'une école confessionnelle, que ça est financé directement. Et dans l'école confessionnelle, il n'y a que des rentrées de devises s'effectuent. Donc, moi, je pense que c'est ce cadre général. Et deuxièmement, ne l'oublions pas, c'est depuis décembre dernier que cela a été adopté au Conseil des ministres à la 53e session. Et des organisations s'y accommodaient déjà. Moi, j'ai assisté, par exemple, aux travaux de l'AMSES, l'organisation, la fêtière des centres de formation et des formations sanitaires, sociales et confessionnelles, qui déjà depuis la mi-juillet ou la mi-août, je ne me souviens plus, avaient déjà réuni ses comptables et les formaient, ils se préparaient même déjà à recevoir les logiciels, un peu tout. Donc eux-mêmes, ils sont conscients d'une manière ou d'une autre que dans le cadre de l'exercice de leur activité, il leur arrive... Ils sont conscients ou bien ils se plient à une exigence qu'on leur fait? Ils se plient à une exigence dont, pour moi, ils remarquent un peu la pertinence. Parce que je crois que la loi au Bénin, le plancher, c'est 500 000, si je ne me trompe. La loi demande que déjà, si vous avez un financement d'un altruiste ou d'un philanthrope qui atteint déjà 500 000 francs en tant qu'organisation de la société civile, il faut aller à la CETIF pour déclarer justement ce financement, parce que ce financement va réaliser des choses dans l'économie dite sociale, une économie qui échappe un peu aux règles de l'économie capitaliste que nous connaissons. Monsieur oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce débat? Je lis église, mosquée, etc. tenir une comptabilité dès janvier 2024. A priori, pour une structure sérieuse, il est de bon ton qu'on tienne une comptabilité. C'est quoi? Quand on vient vous donner deux culottes, 3 chemises, il faut que le comptable vous fasse signer cela, parce que c'est quand même une église, c'est une assistance. Quand bien même c'est une église, c'est une assistance, je dis, pour une structure sérieuse, il faut forcément tenir une comptabilité. Cela va de soi, c'est de logique en réalité, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où pour se couvrir, se protéger également, il faut assurer une traçabilité de tout ce qui se fait. Autant on assure une traçabilité administrative, autant on devrait également assurer une traçabilité financière. Parce que demain, s'il y a un problème, comment on fait pour pouvoir justifier tout ce qui a été fait avec les fonds potentiellement reçus? C'est de ça il est Oui, mais le danger, justement, et c'est ça qui fait sourire et se braquer certains, le danger, c'est qu'on en arrive à une fiscalité bien précise et qu'on dise, bon, désormais, puisque vous avez fait entrer 500 000, bon, donnez 498 000 aux pauvres qui n'ont pas à manger, mais les 2000, remettez-nous les francs. Et là, l'État est en train de ponctionner sur ce qui devrait aller directement aux populations. Non, pas du tout. Vous avez fait la part des choses d'ailleurs. Vous avez dit ce qu'on a donné aux populations. Il reste 2000. Non, c'est 500 000 francs CFA qu'on a donné aux populations, pas 498 000. Non, mais ces populations-là doivent aussi contribuer à la construction du pays. Tout le monde doit contribuer à la construction du pays. Et vous voyez, il y a eu, dans un passé très récent, il y a une église qui a été déchirée par une profonde crise et tout tournait en fait autour de l'argent. Est-ce que la crise s'est arrêtée même? Ça continue, je crois. J'espère que Dieu a pris le pas sur les problèmes pécuniaires et tout, mais tout tournait autour de l'argent. On m'a pris la caisse est avec désormais, ainsi de suite. Ça voudrait dire que c'est de l'argent qui est brassé dans ces milieux-là. C'est vrai ce que vous avez dit du point de vue disons de la foi, du point de vue de l'assistance religieuse et tout, on devait remettre tout. Mais vous savez que dans ces églises, il y a des gens qui sont éternellement pauvres. Et il y en a qui sont éternellement riches.
sur la base de ce que certains cotisent. Pourquoi l'État ne va pas voir dedans pour aller pensionner un peu, pour aller réclamer un peu, pour réparer, pour construire le pays? Moi, je pense que c'est une bonne cause, mais je disais, mais tout à l'heure, il faut pas exagérer, parce qu'il y a également des milieux religieux où, effectivement, ce sont les petites quêtes, les 100 francs par-ci, les 200 par-là, qui permettent de faire fonctionner, d'acheter tout ce qu'il faut, la matière première pour faire fonctionner l'église. Des gens qui n'arrivent même pas à payer l'électricité, à payer de l'eau. Vous allez là, même pour faire pipi, vous ne trouvez pas les toilettes pour faire pipi. C'est dans les alentours qu'on fait pipi. Tout ça également, ça détruit l'environnement. Donc, pour aider ces milieux religieux-là à ne pas tomber, à ne pas disparaître, il ne faut pas non plus les acculer avec des taxes et autres. Il faut voir et arbitrer, trouver le juste milieu pour leur permettre de survivre. Traçabilité financière, oui, mais imposition ou fiscalité, non. Je commence pas à dire ça. Est-ce que ça va aboutir à la fin? Parce que, vous savez, la traçabilité financière dans un contexte comme le contexte actuel au Bénin et dans la plupart des pays d'Afrique, pour moi, est très importante. Vous savez, aujourd'hui, le terrorisme n'est plus un secret pour personne. Et vous savez que les terroristes, parfois, au Sahel, sont plus armés que les armées régulières. Qui est-ce qui les arme? Comment est-ce qu'ils s'approvisionnent de ces armes? Quand on sait que les armes coûtent ce qu'elles coûtent et que le marché des armes n'est pas comme le marché des pains derrière Canal 3 ou je ne sais où. Donc, quand c'est comme ça, au nom d'une certaine libéralité, au nom d'une certaine philanthropie, il ne faut pas entretenir le flou autour des activités. Et c'est cela d'ailleurs qui va crédibiliser davantage les structures qui sont encore dans l'intégrité parfaite en matière de gestion de la chose sociale. Maintenant, taxation, non. Ça me fait rappeler tout à l'heure le coup d'œil que j'ai jeté sur Fraternité, l'enfant Claudio qui, dans sa caricature du matin, dit mais le pasteur prie, il demande devant une croix, Seigneur, envoie-nous un comptable qui te craignent, et l'interrogation c'est Judas pour l'interrogation. Donc pour dire eux-mêmes, d'une manière ou d'une autre, je comprends que ça les fasse réfléchir, mais il ne faut pas en arriver par exemple à une taxation, parce que jusque-là, ce ne sont pas des entités dont le but est de faire de la richesse, de faire du profit. Non, ils ne sont pas dans la spéculation. Et ça, il faut qu'on comprenne. Et il supplée l'État. Au XXIe siècle, il supplée l'État, quelque part, il supplée l'État dans bien de domaines. Vous voyez, par exemple, regardez les centres de formation sociale et des centres de formation, qu'est-ce que je raconte? Les formations sanitaires sociales et confessionnelles. Regardez leur couverture sur l'étendue du territoire. Vous-même, dans nos quartiers, quand parfois on a des soucis de santé d'un certain niveau, il y en a pas très loin d'Abo Mekalavi dans l'Atlantique ici, où on envoie souvent les gens quand c'est un certain nombre de mots. Vous savez, ce sont des mécanismes qui, d'une manière ou d'une autre, régulent un peu la société en suppléant l'État. Les écoles confessionnelles, il y a des matières, des disciplines, qu'on enseigne dans les écoles confessionnelles, comme le civisme, comme la citoyenneté, qui ont disparu de l'enseignement général. Mais là-bas, on paye la scolarité, hein, c'est pas à but non lucratif. Justement, c'est pas à but non lucratif, mais c'est l'institution professionnelle qui a dû créer ces entités. Donc, pour moi, quelque part, le prétexte de blanchiment d'argent qui existe, le peut-être d'activité illicite qui existe dans le milieu, n'est pas peut-être une raison pas vraiment valable pour avancer justement une comptabilité en la matière. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec pour un État que de dire il faut établir une comptabilité alors même que l'État est en mesure ou est amené à contrôler l'activité de chacun de ses citoyens et savoir qui fait quoi et qui est qui dans, je dois dire, son environnement. Si je donne 500 000, celui à qui je donne 500 000 n'est pas obligé d'aller le déclarer. Si l'État sait ou connaît mes activités à moi, Eric. Moi, je pense que c'est bien une raison valable parce que il y en a déjà qu'on a épinglé dans ce genre de dossiers flous où on met Dieu devant, justement, pour mener des activités illicites. Parce que parfois, on se demande comment est-ce qu'on peut mobiliser autant de rousses en étant qu'une petite charpelle. Et donc, je pense que si c'est déjà arrivé une fois, il y a matière à s'interroger sur une forme de traçabilité financière. Et je pense que c'est là l'objectif de l'organisation dont les États sont membres, qui en leur sein verront les mécanismes qu'ils vont mettre en place pour davantage renforcer le contrôle. Maintenant, nous ne demandons pas aux États de mettre une pression fiscale, comme l'a dit William, sur des entités religieuses qui déjà font un travail. Et je pense que pour les confessions qui sont respectueuses des textes, encore que là, il y a une doctrine qui voudrait
que la vérité prime. Cela ne devrait pas être un problème. Si tant est qu'on est vraiment dans une forme légale d'exercice et qu'on peut justifier une somme qu'on a reçue, on peut justifier à travers une activité en règle, cela ne devrait pas être un problème. Et je pense que là-dessus, ne nous leurrons pas. Ce discours où on prêche Dieu, aujourd'hui, les entités religieuses, mais elles sont puissantes financièrement. C'est l'une des entités les plus riches au monde. Je ne veux pas spécifier une telle religion, mais la pauvreté qui est prêchée par ici et par là, ça n'est pas le cas. Est-ce qu'il ne faut pas arrêter le bavardage matinal là? Il y a de l'argent et aujourd'hui on se rend compte qu'on met Dieu devant comme un prétexte justement, voilà, le nom de Dieu qui est utilisé dans tous les sens où on escroque aujourd'hui de pauvres citoyens, on invente des situations pas possibles. Si éventuellement cela arrivait, faut-il exempter les confessions religieuses de toute obligation fiscale parce qu'on les connaît, hein, elles sont dans l'éducation, avec beaucoup d'écoles, où parfois même les frais de scolarité sont élevés, très élevés, et ils ne prennent pas n'importe qui. Il faut que votre enfant ait déjà un grand niveau pour accéder là-bas, et c'est eux qui font le boulot à la fin. Soit ils ont, ma foi, des centres de santé, vous l'aviez dit, et même de boulangerie. Ça, je ne suis pas informé, ça c'est l'autre qui m'a appris cela. Et même, ils occupent de grands espaces domaniaux sur lesquels ils mènent leurs activités. Alors, faut-il les exempter ou pas, ou faut-il cibler justement les activités, Franck? Donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. César n'est pas ordonné. Non, César, la Rome antique. César, c'est le roi, c'est la figure du roi. C'est la figure du roi. Et je crois que les Saintes Écritures même ont réglé ce problème-là. Ce qui est à Dieu, donnez à Dieu, les quêtes que vous donnez et tout. En retour, si l'État a dit, je veux un peu de ce que vous gagnez pour réparer notre État, notre vivre ensemble, pour vous donner un mieux-être en retour, on devrait donner, c'est l'autorité, c'est le roi qui a parlé, c'est le chef, c'est l'État, c'est le gouvernement, ce sont les autorités. Eric? On ne devrait pas s'en dérober, à mon avis. Eric? Moi, mon souci, c'est à ce niveau. Vous savez, récemment, on a épinglé les orphelinats. Et derrière ces orphelinats, c'est des confessions religieuses, c'est des fondations avec des titres de sainteté, mais pourtant exploiter les enfants. Voyez-vous, donc je pense que autant on a besoin de renforcer ces mécanismes de contrôle autour de ces confessions religieuses. L'objectif, je le rappelle, n'est pas d'imposer encore plus une pression fiscale. Moi, je pense qu'il faut faire attention parce que ces organisations n'ont pas des sources de financement outre mesure. Hein. Il faut qu'on s'attarde là-dessus. On a peut-être engrangé, je ne sais pas combien de dîmes ou d'offrandes dans une église ou dans une mosquée, avoir une quantité d'aumônes donnée, mais pendant que les gens viennent à tour de rôle chez l'imam, lui demander la pitance quotidienne, personne n'est là et il n'y a aucune obligation pour l'imam de communiquer sur le nombre de personnes. Il a donné sa vie à Allah. Allah lui a demandé, justement, au nom des 5 piliers, lui a demandé de faire régulièrement le monde. Et justement, au nom de cette foi qu'il exerce, prêtez lui aussi une certaine bonne foi dans l'aisance qu'il doit avoir. Parce que le risque, c'est de les considérer comme des sociétés commerciales, de les considérer comme des structures lucratives et de les taxer. Si déjà l'entrepreneur qui fait assez de profit devant la TVA, devant les différentes impositions, a des difficultés, je ne sais pas si c'est une entité à but non lucratif qui peut résister à l'armada de dispositions fiscales. Et deuxièmement, les fonctions des entités à but non lucratif dans un État, moi je pense qu'il faut les regarder. Quelque part, l'État est absent dans bien de domaines que ces gens-là suppléent. Et pour ça, il ne faut pas aller tout de suite dans le profit, dans le gain. Maintenant, quand vous dites que certains blanchissent, c'est pas faux. Quand vous dites que certains font du faux, c'est pas faux. Mais l'État ne peut pas contrôler sans la comptabilité. La comptabilité permet à l'État de voir clair, mais ne nous disons pas. Vous en avez dans l'intelligence, c'est très fertile, et qui, pour contrôler justement de l'État en termes de fiscalité, vont créer des organisations et derrière gagnent des marchés justement au nom de ce que c'est une organisation, justement, nous faisons des œuvres de bienfaisance, nous aidons les enfants, mais derrière,
mènent des activités économiques. Comment on peut faire la part des choses à partir de cet instant? Je pense que c'est une question parce que ça existe. Absolument. Allez, parlons maintenant de loi, parlons de droit, de loi. Lui, il porte bien son nom, Montesquieu. Oui. Il est avec nous, il est surtout invité pour notre sujet, la surpopulation carcérale. Comment est-ce que, surtout, on peut comprendre qu'aujourd'hui, les chiffres sont aussi renversants dans le domaine. Alors, nous avons des espaces carcéraux qui ont prévu accueillir environ 6000 personnes. Aujourd'hui, on est à 3-4 fois ce chiffre-là. Et ça continue. Hein. Je crois que ce week-end, dans le département du Mono, on est allé encore ramasser à la pelletée quelques personnes supposées ou présumées cybercriminelles. Donc, ça continue. Monsieur, oui, comment est-ce qu'on peut s'expliquer cette surpopulation? Oui, vous avez commencé par le dire. Hein. Nous avons un espace assez restreint disponible pour l'effectif qui figure, bien qui séjourne actuellement. Vous avez par exemple des établissements censés accueillir 150 personnes privées de liberté, mais on se retrouve à 600, 800 personnes dans l'établissement. Donc la question de la surpopulation carcérale, elle est évidente, elle existe et puis elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous crions cela depuis des années et ça demeure. Depuis, disons, la gouvernance conduite par le président actuel de la République, nous avons, disons, un dispositif normatif qui devrait quand même concourir à la réduction de la population carcérale. Vous prenez le Code de procédure pénale, qui prévoit des dispositions en faveur des mesures alternatives. On va observer justement les solutions qui peuvent nous aider à diminuer ce volume-là. Mais déjà, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? C'est justement, disons, le contraste entre la réalité et ce qui est prévu par les tests. Par exemple, vous en avez qui sont en détention aujourd'hui et qui y ont passé plus de temps que la peine encourue pour le fait pénal qui a été commis. Vous avez des personnes qui bénéficient de décisions de la Cour constitutionnelle déclarant leur détention arbitraire et illégale, mais qui séjournent toujours. Vous avez des personnes qui ont fini leur peine, mais par défaut... Est-ce que ce n'est pas des cas exceptionnels? Aujourd'hui, ce n'est plus un cas exceptionnel, parce que ça devient légion. Donc, vous rencontrez des gens comme ça qui disent que, bon voilà, j'ai fini ma peine, mais je suis encore là parce que justement l'ordre de libération n'est pas arrivé. De mon droit, dirait-on, hein, finalement. Franck, quand j'ai entendu les chiffres, je me suis dit, est-ce qu'on est devenu vraiment récalcitrant, incontrôlable et, excusez-moi le mot, mal éduqué pour être autant aussi présent dans les espaces carcéraux? C'est évident. Vous avez aujourd'hui une montée fulgurante des actes immoraux, avec le développement des smartphones, des nouvelles technologies, où la cybercriminalité est montée d'un cran. Aujourd'hui, de petits enfants dans un coin de la chambre peuvent anarquer des gens, ainsi de suite. Ça fait la première raison. La deuxième raison, c'est la volonté manifeste de l'État de pouvoir débarrasser la société de ces individus-là qui perturbent en réalité notre quiétude. Et la troisième raison, c'est au niveau de la justice. Au niveau de la justice, il y a manque de personnel, il y a les dossiers qui s'entassent au niveau de nos tribunaux, où le nombre de juges, le nombre de magistrats pour connaître de ces dossiers-là est vraiment insuffisant. Vous voyez un juge qui se retrouve avec 300 dossiers, qui doit vider peut-être au cours d'une session qui est ouverte. Car lorsque la session est refermée, à peine on arrive à connaître de la moitié de ces dossiers-là. Donc voilà les trois raisons que moi je trouve. Eric. Il y a également par-dessus tout un manque de politique de construction de ces maisons carcérales. Il faut continuer à construire les prisons. Il faut continuer à construire. Si vous continuez pas arrêter des gens, on verra bien si cette solution est la bonne. Je vois M. Rory secouer de la tête. Oui, je voudrais ajouter à tout ce que Franck a cité le besoin vraiment d'avoir des infrastructures aux normes. Parce que je pense que, et là, M. Montesquieu peut confirmer là-dessus, dans ce genre de situation, il y a forcément des normes. Et je pense que, est-ce qu'aujourd'hui nos maisons d'arrêt respectent vraiment les normes en vigueur, qui voudraient que quand
on prend une décision contre un citoyen qui a choisi peut-être d'aller contre les normes de notre société et qui se retrouve dans ce milieu, est-ce que tout est fait en sorte que l'individu se retrouve vraiment dans un cadre où il devrait séjourner véritablement? Vous ne tuez pas pour oui, qu'on vous parce offre que j'ai lu des tas de oui, mais j'ai lu des tas de documents. J'ai lu des tas de documents. J'ai lu des tas. Une belle jeune dame qui vous fait le non, je ne dis pas juste là-bas. D'accord. J'ai lu des tas de documents où peut-être une cellule qui est censée garder tel nombre de personnes, on se retrouve à aller peut-être, on retrouve le double, le triple même je pense que là, il y a problème. Donc, il n'y a que nos infrastructures en matière de maisons d'arrêt, franchement, à la date d'aujourd'hui, ne respectent pas vraiment les normes. C'est un problème qu'il faut régler aussi. William, non, vous savez, comment est-ce qu'on peut comprendre que nous sommes devenus, si déviants pour... Non, moi je pense que c'est la réalité de notre politique pénale. Quand le juge, le magistrat est dans 3 différentes chambres, ou 4, et que dans chacune des chambres, il a obligation de résultat et qu'il doit rendre des décisions sur des dossiers qui s'empilent et qui sont tous urgents à la fois. Quand, à la moindre hésitation, on dépose d'abord un mandat de dépôt pour après, je ne sais combien d'années, revenir sur le dossier. Quand il n'y a que la peine privative de liberté pour faire entendre raison dans un État où, les autres choses prévues par le Code pénal, comme les travaux d'intérêt général, on pense que notre société n'est pas encore assez mature pour que quelqu'un qui a commis une infraction, on le laisse dans la rue être en train de balayer, on risque une vindicte populaire, la famille risque de s'en prendre à lui, la famille de la victime peut-être risque de s'en prendre à lui ou la victime elle-même pour venir lui régler son compte. Quand on est dans cette atmosphère-là, c'est normal que les chiffres soient pareils. Regardez même déjà la classification. Au Bénin, la loi est claire. Nous avons 3 prisons et 8 maisons d'arrêt. Mais dans chacune de ces maisons d'arrêt, on a les 2 catégories de personnes. Il y a les détenus, il y a également les prévenus. Donc quand c'est comme ça, dans un État, je pense que la surpopulation... Il y a l'ONG Changement Social et bien d'autres organisations de la société civile qui font un excellent travail annuel en allant dans les maisons de détention, en allant voir les conditions carcérales. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, à Parakou, l'inspection générale des services judiciaires est allée à Parakou dans la maison d'arrêt. Ils ont demandé à manger le mets des détenus, mais les inspecteurs n'en revenaient pas. Ils disent, mais si pendant que l'inspection est là, c'est ce qu'on sait, en l'absence alors, qu'est-ce qu'on sait aux détenus? Quand c'est comme ça dans un État, il y a problème, il y a mal d'ordre. Et moi, je pense que la politique pénale, pour en finir, la politique pénale est quelque part aussi en griffe bancale, selon moi, de mon point de vue de profane, parce que quand pour certaines infractions, par exemple, il n'y a qu'une seule juridiction qui a compétence sur l'étendue du territoire national. Quand on vous soupçonne de terrorisme à Malanville, vous traversez les 800 km et plus pour vous retrouver à Porto Novo, on vous envoie à Mistrete, et pendant que, ou pour cybercriminalité, et pendant que ça prend le temps que ça doit prendre, vous grossissez les chiffres du côté de Mistrete. Quand c'est comme ça dans un État, moi je pense qu'il y a une certaine difficulté. Je sais qu'il y a eu des raisons techniques qui ont amené, par exemple, à la concentration de certaines infractions. Certaines compétences dans certaines juridictions comme la Criette et autres, parce qu'à variété de chambres, il y avait variété de décisions par le passé, à variété de juridictions aussi, mais quelque part dans l'application, je vois que ça pose également problème. Allez, on va examiner un peu les solutions. Franck a commencé la multiplication des prisons comme solution, comme alternative. Je crois que à première vue, ça doit être en principe la solution la plus simple et à portée de main, monsieur Ongoye. En fait, la situation, elle est un peu complexe. Et voilà, on ne va pas, disons, établir des solutions en l'air. Comme je le disais, nous avons des provisions normatives qui, si on les appliquait, c'est qu'on n'en serait pas arrivé là. William a commencé par le dire, nous avons 8 maisons d'arrêt, 3 prisons civiles. Dans le code de procédure pénale, article 800, c'est clair qu'en principe, les maisons d'arrêt doivent accueillir rien que les détenus, c'est-à-dire les personnes en attente de jugement, et les prisons civiles, les personnes condamnées. Mais nous assistons à un mélange aujourd'hui. Ça fait partie des éléments qui grossissent les chiffres. Vous avez également aujourd'hui, disons, quand on analyse la situation, il y a la question de la réinsertion socio-professionnelle des détenus. Parce que quand vous prenez le lot, vous en verrez assez qui sont revenus encore après. Parce que justement, à leur sortie, ils n'avaient pas de quoi s'occuper. Et pourquoi ils reviennent? Justement.
parce que justement, ils n'ont pas en fait un soutien dehors, quelqu'un qui puisse les accueillir ou bien de l'aide post-pénitentiaire, je vais dire. Donc, c'est des éléments qui concourent toujours, disons, on ajoute que quand ils ressortent, voilà, ils se retrouvent encore à commettre peut-être les mêmes faits pour lesquels ils retournent encore. Quelqu'un qui a été incarcéré pendant des années, et puis, bon, voilà, la famille l'a abandonné carrément, il n'a aucune visite, et puis il sort, bon, voilà, il va faire quoi? Il n'a pas où dormir. Il n'y a rien qui soit prévu pour lui. Donc il faut un programme spécial pour suivre ceux qui sortent des prisons. Oui, aujourd'hui, c'est déjà heureux que l'agence pénitentiaire ait disposé d'une politique de réinsertion socio-professionnelle. Mais en l'état, ce qu'on peut dire sur cette politique, c'est que les détenus ne se sentent pas encore impliqués dans cette politique-là. Bon, en termes de solutions... Oui, concentrez-vous surtout sur la multiplication des espaces carcéraux comme il le souhaite. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent ça? Je ne dirais pas. En fait, l'idée ne devrait pas être d'envoyer les gens en prison, envoyer les gens en maison d'arrêt. Non, c'est de meilleures conditions de détention. Moi j'insiste, c'est pas forcément. C'est parce qu'on construit des prisons qu'on va envoyer comme on le veut, comme on le souhaite, mais oui, Eric, on va lui laisser finir de séjour. Oui. En fait, c'est des arguments qu'on avance, mais en réalité, ça ne résout pas le problème. Le fait de multiplier les prisons, on doit plutôt travailler à réduire le nombre de personnes qui y vont afin de... Et comment on fait ça? Justement, afin de le faire, c'est d'abord de travailler sur la réinsertion socio-professionnelle des détenus. C'est également penser à des politiques ou bien des stratégies de vulgarisation des tests. Parce qu'il y en a qui s'y retrouvent également par ignorance. Je prends par exemple l'infraction de recel. Vous avez un ami qui vient vous voir pour dire, tiens, je vais quelque part, garde-moi cette telle chose. Vous ne connaissez pas la provenance de la chose. Vous êtes là, la police débarque, on vous embarque. Parce que justement, vous étiez en possession de la chose à l'instant T là. Vous n'avez rien compris. C'est des infractions que d'autres commettent par ignorance. C'est pour ça qu'il faut les donner ça à l'église. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu un colloque la dernière fois, un colloque sur la modernisation de la justice, où des recommandations étaient formulées. Tout à fait, on va venir là-dessus. Autre recommandation pour contribuer justement à la réduction de la surpopulation carcérale, il est prévu par exemple le respect des délais légaux en termes d'information judiciaire. Il est aussi prévu à ce qu'il y ait une reddition de comptes annuels de la part des juridictions. Ce sont autant d'éléments qui peuvent participer plutôt. Je crois que ce dernier élément il est important parce que vous êtes là, personne ne sait que vous êtes là, personne ne rend compte à personne, et puis vous êtes là, vous baillez à longueur de journée. Si on se souvient de vous, on vous donne un repas par jour ou tous les 3 jours. Oui, et bon, ils en ont 2 par jour. C'est comme ça. Ça c'est heureux. Oui, je veux bien vous entendre, William, sur cette solution qu'il faut agrandir nos prisons et il faut la multiplier. Moi, je pense que ce n'est pas une solution. Je pense plutôt que dans un État comme le nôtre, il faut développer les méthodes alternatives à la détention. Il faut de moins en moins que pour un coq, on soit en prison. Pas parce que le vol du coq n'est pas un vol. On va l'envoyer à qui? Justement. En fonction de chaque sociologie, on développe des stratégies par rapport à certaines infractions. Je ne demande pas d'importer les méthodes alternatives à la détention en Europe, ici en Afrique, ça ne va peut-être pas marcher, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais dans la prison, on l'a importé, ça n'existe pas dans notre histoire et dans notre sociologie, la prison. Bon, encore que pour moi, c'est une nécessité qu'à un moment donné, des individus soient mis à l'écart pour qu'on les rééduque. C'est parce que nos maisons carcérales ne jouent pas la fonction de rééducation de ces détenus. Moi, je pense que ce n'est pas une solution et que la solution, l'une des solutions pour moi, c'est la reddition de comptes. J'ai entendu, par exemple, le président Gbela Métor à l'ouverture, à la rentrée judiciaire de cette année à Cotonou, à la cour d'appel de Cotonou, faire un certain bilan des différents dossiers. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu de très grandes avancées. Il a essayé d'expliquer, par exemple, que c'est la disponibilité de magistrats, que certains ont été appelés à d'autres services. Quand ces problèmes, selon moi, de base, quand ces problèmes de base vont demeurer, moi je pense que l'appareil judiciaire ne pourra pas. Il y a une autre solution qui a fait polémique durant tout le week-end, c'est... Et ça, je mets en griffe. C'est ce projet de grâce présidentielle massive, même si, je dois dire, le ministère de la Justice est revenu là-dessus avec un démenti formel. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une solution à envisager aussi? Libérer massivement ceux qui peut-être ont purgé la moitié de leur peine ou se sont montrés un peu plus exemplaires et gentils et dociles, le temps pour les autres d'avoir de l'air à respirer. Oui, au niveau des prisons, il y a des gens qui s'assagissent après avoir passé
un temps là-bas et qui donnent des comportements, affichent des comportements exemplaires qui amènent même les responsables des prisons à proposer leur nom pour être graciés, ainsi de suite. C'est une solution parmi tant d'autres. Mais tenez, moi j'ai un ami qui s'est tapé 4 bonnes années en prison. Et en fin de compte, on a déclaré un non-lieu, c'est-à-dire qu'on ne lui reproche... Il n'a rien à voir avec il n'a rien à voir avec le dossier. À chaque 6 mois, il allait au parquet, il renouvelait sa détention, on lui faisait signer un papier, il retourne. Il a passé 4 bonnes années. Moi, je parle de construction des prisons, tout simplement parce que moi, j'ai fait mon mémoire porté sur la vie des mineurs en milieu carcéral. Et j'ai rencontré une trentaine de mineurs à la prison civile de Parakou qui m'ont confié qu'ils ont appris à faire, ils ont appris d'autres pratiques en prison. Ils auraient souhaité ne pas rester avec des aînés, avec de grandes personnes. Et donc, moi, si je parle de construction d'autres maisons de... C'est pour les spécifications. Pour les spécifications, oui. Vous avez les mineurs qui restent à part. Ceux qui veulent les femmes qui jusque-là n'ont pas vraiment... Ceux qui veulent un bol de bouillie qu'on envoie en prison avec des gens qui ont manipulé du chanvre indien, pour moi, c'est une aberration. Donc, il faut séparer, un peu comme dans les pays européens, où il y a même des camps de réadaptation, des camps de rééducation. Les libérations massives, les grâces présidentielles massives. Ça vous dit quoi? Avant d'en arriver là, je veux juste, en termes de solutions, dire simplement qu'il faut beaucoup plus appliquer les peines alternatives à l'emprisonnement. William a commencé par dire, par exemple, le travail d'intérêt général. C'est quelque chose qu'on doit implémenter, qui doit favoriser beaucoup plus, disons, que les gens n'aillent plus en prison. Revenant sur la question de la grâce, ça fait partie justement des peines aussi alternatives à l'emprisonnement. C'est l'une des peines alternatives à l'emprisonnement. Aujourd'hui, quand vous faites le point des personnes qui ont été graciées par le passé, entre le nombre de personnes graciées et le nombre, parmi ce nombre-là, ceux qui sont retenus encore en prison, vous allez voir que la majorité est repartie. Sérieusement? Bien sûr. Ils ont eu la grâce présidentielle. Prenez les chiffres. C'est un manque de respect. Prenez les chiffres des dernières grâces qu'il y a eu et faites une analyse de la chose et vous verrez que la grande majorité est repartie. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Justement parce qu'ils ne sont pas préparés au retour, disons, en société. C'est comme ça. Nous, on a réalisé une étude sur l'Office du juge de la liberté de la détention en 2019 et son impact sur la surpopulation carcérale. Et le rapport est disponible, vous verrez les chiffres, tout ce qu'on a dénombré. On en est arrivé à identifier des infractions qu'on peut qualifier de faible importance. Et la politique pénale du gouvernement aussi l'a dit. Puis, il faut être rigoureux envers ceux qui commettent des infractions de confort que envers ceux qui commettent des infractions de survie. C'est quoi c'est tout le contraire. L'école blanche. Les infractions de survie. Les 2 milliards, 3 milliards là. Ce sont les infractions de confort, ça. C'est les infractions de survie. Vous allez voir quelques heures pour manger. Donc, la question de la grâce, c'est un peu comme ça. Il faut la voir. Donc, il faut vraiment mesurer cette affaire-là. Oui, William. Oui, bon, après l'aspect, je ne sais pas quoi ajouter. Mais moi, je pense très, très sincèrement que, oui, catégoriser les prisons. Par exemple, la situation des femmes. Même jusqu'à Misrété, je ne pense pas qu'il y ait des bâtiments pour femmes à part, ou des cellules pour femmes. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont tout le temps en milieu carcéral. Il y a un quartier qui a été entièrement réservé aux femmes. Désormais. Ah, ok, d'accord. Un quartier entier. Donc, quand c'est comme ça, je comprends Franck dans son souci de respect de la condition. Et ça va me faire parler peut-être des conditions sanitaires également, des infirmeries avec des médecins externes, mais qui n'arrivent pas à prendre en charge cette masse. Quand bien sûr. Vous voyez ce nombre de personnes, c'est pas possible. Donc là, on parle de l'amélioration des conditions de la détention. Mais pour de moins en moins faire... place à une surpopulation carcérale, je pense qu'il y a également des infractions dont les politiques pénales doivent être revues. La cybercriminalité, moi ça me tient à cœur. Le jeune homme de 18 ans qui commet une infraction digne du nom, comme la cybercriminalité, et qui pour moi va passer 10 ans en prison, sort à 28 ans, et doit se chercher une femme, un emploi, pendant qu'il a passé le clair de son temps de validité, dans une maison de détention qui ne lui a substantiellement rien appris, qui a peut-être hypothéqué son éducation, de son propre fait, je l'avoue, parce qu'il a mal agi.
pour moi, ce n'est pas la meilleure façon de réprimer la cybercriminalité. Et c'est 1000, c'est 1500, c'est 500. Est-ce qu'il faut créer une école spéciale pour les détenus? Justement, nous avons les cerveaux. Des cours ou bien leur créer des ateliers de formation spécifiques. Comment est-ce Non, je ne veux pas monter. On peut travailler à l'après vie carcérale. Oui, moi je ne veux pas monter sur des chevaux qui ne sont pas miens. Je pense qu'on a des cerveaux en matière de droit pénal au Bénin qui peuvent réfléchir. Je pense qu'on peut pousser encore un peu plus loin et on peut implémenter le voilà un cavalier quand même. On va lui poser la question. Oui, vous qui connaissez bien le milieu, est-ce que vous pensez véritablement qu'il faut peut-être construire une société à part pour ces gens-là? Parce que leur créer leur école, leur créer leur centre de formation, leur créer leur espace de vie, puisque l'espace carcéral, c'est quand même un espace de vie, c'est leur créer leur société à part. Non, ce n'est pas créer une société à part. Vous savez, celui qui commet une infraction, il a un produit de la société. Il a commis un fait social. Et la société l'a réprimé pour le ramener sur le droit chemin en griffe. Donc, il appartient encore à la société, en fait, d'organiser ce qu'il faut pour qu'il puisse adopter les meilleurs comportements désormais. Et pour cela, je ne dirais pas qu'il faut créer une société à part pour ces personnes-là. C'est beaucoup plus travailler à leur réinsertion. Ça me tient beaucoup à cœur, moi. Travailler à la réinsertion des personnes privées de liberté. Et travailler à cela, c'est préparer leur retour à la vie en société après qu'ils aient purgé les peines pour lesquelles ces personnes ont été condamnées. Donc, c'est aujourd'hui beaucoup plus travailler sur la politique de réinsertion socio-professionnelle de ces personnes-là. Et cette politique ne doit pas être conçue sans ces personnes-là. Il faut également étudier les perspectives professionnelles de ces personnes-là et la rimer avec ce qu'on veut leur proposer. Parce qu'une chose est de préparer, est de penser, de monter une politique vraiment qu'on va faire monter par des experts, mais une autre chose est de l'adapter, disons, aux perspectives de ces personnes-là. Parce que vous aurez fait un diagnostic, établi une thérapie, mais qui sera fausse par rapport à la réalité, par rapport aux cibles de cette thérapie-là. Eric? Non, je pense que ce soit la nécessité de revoir la politique d'insertion, le besoin de renforcer les infrastructures au niveau des maisons d'arrêt et aussi revoir les conditions dans lesquelles ces peines sont données, de sorte à éviter pour quelqu'un qui, après 4 ans, on se rend compte qu'en réalité n'a rien à voir à un dossier. Ce sont des moyens qu'il faut explorer pour venir à l'objectif vraiment de pouvoir réduire la population carcérale, pour justement permettre aussi à ces personnes qui se retrouvent dans les liens de la détention de pouvoir finir leur peine dans de bonnes conditions. Parce que ça aussi, on n'en parle pas assez souvent. Quand bien même on réduit la population, est-ce qu'une fois là-bas, nos concitoyens se retrouvent vraiment dans de bonnes conditions de détention? William a évoqué la situation sanitaire de ces personnes, l'alimentation, surtout quand on a aussi affaire à des mineurs, à des femmes. L'accès à l'eau. L'accès à l'eau potable, à l'électricité. Donc comment est-ce que véritablement comment est-ce que l'État prend soin de ces personnes une fois que l'État a décidé de les sanctionner? Ça devrait aussi nous intéresser parce que ça fait partie aussi des questions de droits de l'homme. Moi j'avais du mal à croire, mais récemment la Commission des droits de l'homme a pu essayer de faire une forme d'activisme pour sortir quelqu'un qui a déjà fini de purger sa peine, mais qui était toujours là parce qu'on a oublié... Ils ont fait un grand boulot avec un certain nombre de... Justement. Donc si ça s'est arrivé à ce citoyen, imaginez encore le nombre de concitoyens qui se retrouvent dans ce genre de conditions quand bien même ils ont fini de purger leur peine. Allez, les gars, moi j'allais dire, on peut également résoudre le problème autrement au niveau de nos OPJ. Il faut leur donner les moyens parce que c'est sur la base du rapport qu'ils envoient aux juges qu'on dépose souvent. Parfois, ils ne font pas, le travail n'est pas bien fait. Et on dit simplement, telle personne, on l'a retrouvé à tel endroit, à telle heure. Et donc, il est présumé. Quand ça arrive devant le juge et dans les questions-réponses, le juge ne voit pas quelqu'un qui le convainc, il dit va rester d'abord là-bas, le temps qu'on réfléchisse. Le temps que le mémoire dans ses idées. C'est un chantier vaste. Encore que là, le procureur de la République ne sera pas d'accord avec lui, vous dira que c'est à lui de déposer ou non et que l'OPJ n'a qu'à lui recouper des informations. Oui, lorsque l'information est mal recoupée, ça peut influer sur... Effectivement, il y a ce travail-là aussi qui doit se faire au niveau des commissariats parce que, vous voyez, il y a des infractions, par exemple, qui relèvent du fait civil. Des infractions civiles, mais voilà, je ne sais pas par quelle alchimie, par quelle magie, on en arrive à donner un caractère pénal, disons, à l'affaire. Donc, la personne va en détention. Absolument. J'ai suivi personnellement un dossier comme ça où le monsieur il devait à son propriétaire
Il a passé 6 mois, hein, gentiment, à Donc peut-être c'était une détention préventive. Ah oui? Qui sait? Ou il a abusé peut-être de... Le don pour lui de montrer les ressources. On peut qualifier. Oui, mais s'il n'a pas réussi à payer son... Bon, on n'avait pas les éléments en présence parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'il doit à son propriétaire. Je suppose même que, enfin, je ne sais pas quel caractère pénal on peut donner à quelqu'un qui n'a pas payé son loyer. Vous n'êtes pas juriste et nous on n'est pas experts C'est moi, le gars dit je n'ai pas les moyens. Vous sortez ses affaires et vous allez l'appeler à la selon quelle législation. Si là-bas, il ne donne aucune garantie de pouvoir payer, même de pas tempérament, comment vous appelez ça, pas échéance. Il faut le déposer. Bon, quand on le dépose, il arrive maintenant à payer pas tempérament. Il ne rassure pas le juge. Oui, quand on le dépose, il arrive à payer pas tempérament. On le corrige pour qu'il ne... On aura encore le temps d'en discuter hein, parce que nous, on va très bientôt lancer les rapports qu'on a fait sur le mairie carcéral pour 2023. On va bientôt lancer et vraiment, il y a assez de choses dedans. Je vous conseille vivement de prendre contact avec Franck Aounou. Il y a un bel espace qui pourrait vous donner assez de temps pour, ma foi, présenter vos travaux. C'est Zone Franche. Ça vous permettrait quand même de vous étendre un peu sur tout le travail que vous faites et les précisions à avoir sur la réalité carcérale chez nous au Bénin. Mais de toute façon, hein, Actu Matin, vous êtes disponible, ouverte. Venez quand vous voulez. Même demain matin, je vous accueille. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va faire une pause. Juste après, vous allez suivre Immersion de Ouliat Sanoussi qui nous propose d'aller découvrir l'activité d'un homme. C'est un graphiste de métier. Il s'appelle Urbain Rondagnon. Vous allez suivre la réalisation de Ouliat Sanoussi et Moufid Sabourin. Et juste après aussi la revue de presse de Assemo Kanye Assemo. Moi, je reviendrai par ici. Vous dire merci.